On lance la deuxième table ronde. Eric, le basque, autour de la vie professionnelle en étant implanté cochléaire. Quel est l'impact de l'implantation cochléaire sur la vie professionnelle? Voilà, c'est une question que beaucoup se posent et à laquelle vont se faire plaisir de répondre Élise, 30 ans, implantée à 11 ans. Eric, 56 ans, implanté à 36 ans. Et Myriam, 32 ans, implantée à 11 ans. Donc Élise, bon Eric, tu fais partie de notre vie depuis 20 ans, Myriam aussi. Et toi, on ne t'avait pas revue, mais on t'a vue toute petite. Donc ça fait extrêmement plaisir de te revoir. Alors, je crois qu'on lance la première question. C'est toi, Catherine. Vas-y. Tiens, Eric. Alors, Eric, est-ce que, puisque on avait une question qui était en fait compte normalement pour la première table ronde, je vais le dire, mais c'est vrai que vous n'aviez pas forcément de souvenirs, je dirais, des sons de votre première implantation, puisqu'elle était très ancienne, vous étiez très petit. Par contre, je pense que Eric, tu dois avoir des souvenirs après ta première implantation, les souvenirs des premiers sons que tu as eus. Entendu. Bon, mais les souvenirs de mes premiers sons, c'était à Saint-Antoine, donc pour l'essai du processeur, la redécouverte de l'audition pour moi, hein, parce que bon, j'avais eu des coffres, je suis resté sourd 2 ans, mais j'étais entendant, donc j'ai eu des surdité brusques, et j'ai perdu une oreille après la deuxième oreille. Donc on en parlera sur le sujet suivant, la question suivante. Mais pour cette question, pour moi ça a été une énorme surprise. On peut le dire maintenant après 20 ans, pas forcément très agréable au départ, parce que la voix de Claude ressemblait un peu à Donald. Mais voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est très impressionnant, je pense que bon, on a parlé de la plasticité du cerveau. Hein, ce qui est impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle le cerveau permet de retrouver une compréhension et surtout une acoustique de la voix très rapidement. Pour ma part, les premiers essais, les 20-30 premières minutes d'essai, c'était un peu bizarre. Et très rapidement, j'ai récupéré, je pense que c'est ma mémoire auditive qui me faisait penser à... Je retrouvais les sons que j'entendais. Et plus les jours passaient dans la rééducation post-opératoire pour l'essai du processeur, plus la compréhension, parce que moi je fais bien la distinction entre entendre et comprendre. C'est un sujet, on en parlera après, mais je voyais que la compréhension venait très 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 rapidement. Et ce que je peux dire, c'est moi je parle, vous étiez plus jeune, donc je pense que c'est pas du tout la même chose, mais quand on a été entendant longtemps, et moi j'ai eu la chance aussi, il faut le préciser, c'est que la durée entre le moment où je suis devenu sourd et l'implantation s'est fait assez rapidement. Donc je ne suis pas resté comme Catherine me disant dans la surdité. Moi je suis resté 1 an et demi dans la surdité. C'est déjà très long. Mais ça revient très très rapidement. Moi c'est ça qui m'a marqué, c'est la rapidité avec laquelle on récupère la compréhension. Ce côté parole, le côté des sons. Alors c'est un peu plus compliqué sur le côté des sons quand vous sortez dans la rue pour la première fois, parce que vous avez les voitures. En fait, il faut moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est la rééducation qu'il faut pour redécouvrir le monde d'entendant. Et pourtant, je n'avais perdu l'audition que 18 mois. Mais il faut
reprendre cette habitude d'entendre le chant d'un oiseau, le bruit d'une voiture. Bon, je me rappelle le métro, je connaissais pas trop parce que j'étais pas un habitué de la vie parisienne, mais montrer dans le métro les portes, enfin, c'était assez perturbant. Voilà ce que j'ai à dire de ce côté. Merci Eric. Merci Eric. Élise, est-ce que tu as des souvenirs des premiers sons quand tu as été implantée? Alors, ça remonte à 20 ans, donc ça remonte déjà un petit peu. Après, j'ai un parcours un petit peu similaire à Eric, puisque je suis tombée sourde à l'âge de 10 ans. Et du coup, avant, j'ai entendu, et après, je suis tombée sourde. Et il y a eu ce passage où, justement, où je me suis vraiment repliée sur moi-même, où j'étais vraiment isolée. Et 1 an après, j'ai été implantée, donc ça a été très, très vite. 1 an après, j'ai été implantée, et ça a été très vite à récupérer les sons, puisque j'avais cette mémoire auditive qui était encore présente. Mais je me souviens quand même d'un moment très précis, en fait, de la rééducation. C'est l'orthophoniste qui venait à l'école et qui montrait justement les images de l'oiseau, l'image du, je sais pas moi, d'une chasse d'eau, l'image du téléphone. Et puis à chaque fois, elle mettait le son. Alors ça, c'est l'oiseau. Ça, c'est le téléphone. Ça peut paraître incroyable, en fait, de se dire qu'à 10 ans, j'ai réappris à entendre comme un bébé, en fait. Comme un bébé qui apprend les sons, qui découvre la vie. C'était pareil, en fait. Mais c'est revenu très vite, mais au début, c'était pas là. Il y a eu quand même cette perte de repères, de se dire que je ne savais pas ce son-là, à quoi il correspondait. Et donc, c'est vraiment un apprentissage qui a été fait. Ça a été très rapide, mais ça s'est fait quand même. Et après, elle retournait à l'écran, elle lançait les sons les uns après les autres. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Et du coup, c'était une joie, en fait, de se dire, ça y est, en fait, je comprends ce que c'est, j'arrive à comprendre. Et encore maintenant, 20 ans après, quand j'entends un bruit qui, des fois, j'ai du mal à me dire, mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Et quand je comprends enfin ce que c'est une grande joie. Donc, ça peut paraître banal, mais pour moi, du coup, j'entends et c'est pas banal, du coup. Ça arrive encore, c'est vrai. Moi aussi, ça m'arrive encore. Et toi, Myriam, alors, quels sont tes souvenirs après ta première implantation et les premiers moments d'écoute avec ton implant? Alors, j'avais 11 ans quand même quand j'ai été implantée, donc les souvenirs sont plutôt vagues. Mais je me souviens que j'étais très surprise d'un nouvel univers que je ne connaissais pas du tout. Des nouveaux sons qui arrivaient de droite et à gauche, et surtout le premier son, celui de mes parents. Et ça a été le plus marquant, en fait, surtout parce que je voyais ma mère qui agitait ses lèvres un peu partout avant mon implant. Mais je me disais, mais pourquoi elle agite ses lèvres? Qu'est-ce qui sort de sa bouche, en fait? Et je m'en suis aperçue avec l'implant. Et ça, c'était très, très fort. Et puis, il faut savoir que les sons, je les découvre encore aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je suis implantée. Je les découvre tous les jours. C'est pas le jour J. C'est vraiment un travail de tous les jours. Pas que la mémorisation, mais aussi les nouveaux sons, les reconnaître. C'est un travail de tous les jours. Voilà. Est-ce que tu peux quand même, parce que toi, il y a eu des surdités brusques, toi, tu as été quand même appareillée. Et c'est vrai que finalement, tu as été appareillée pendant, parce que tu as été appareillée à quel âge? Moi, à 11 ans, 12 ans. Non, mais l'implant. L'implant, mais l'appareil. L'appareil, je devais avoir 6 ans, je pense. Voilà. Premier appareil à 6 ans. 4 ans. 5. 5 ans, d'accord, 5 ans. Premier appareil à 5 ans et implantation à 11 ans. Et pourtant, avec ton appareil auditif, tous les médecins nous disaient que tu n'avais pas besoin d'un plan. Donc c'est vrai qu'on était dans l'interrogation, il faut bien le dire. Moi, je me souviens c'est vrai que je peux en raconter beaucoup, mais d'une anecdote de Myriam qui disait que avant l'appareil, tu étais dans un placard. Je l'avais noté, avec d'ailleurs. l'appareil auditif, tu es rentré dans ta maison et qu'avec l'implant, tu es sorti de ta maison, tu es sorti dehors. Je trouvais qu'effectivement, c'est révélateur de l'ouverture au monde. C'est vrai. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Super. Alors, la deuxième question a commencé par Élise, puisqu'on fait l'ordre alphabétique. Il s'agira donc, c'est les réussites professionnelles. La question, c'est réussite professionnelle et vos victoires au quotidien. Donc, je disais à Catherine, au quotidien, ça fait beaucoup, mais bon.
Vous êtes un peu briefé sur les questions, donc... Alors, c'est vrai que du coup, au quotidien, ça ferait beaucoup de réussite à vous parler. Donc, on va essayer de résumer, puisqu'on a un temps quand même. Mais il faut savoir que moi, j'ai eu une vie professionnelle déjà bien remplie, même si ça fait 10 ans que j'ai commencé à travailler. Et du coup, j'ai eu des expériences professionnelles intéressantes. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, c'est pas le fait d'être sourde ou d'être implantée qui m'a arrêtée dans mes décisions. Enfin, ça n'a jamais été cette raison-là, en tout cas. Du coup, j'ai eu par exemple, dans mon premier métier où j'étais technicienne de laboratoire en assurance qualité, on m'a proposé de donner des cours à la faculté d'Angers devant des étudiants, voilà. Et j'ai dit oui, en fait. J'ai dit oui et je me suis pas arrêtée à me dire, mais en fait, je vais me retrouver devant un amphi avec 50 étudiants, mais comment est-ce que je vais faire? Et du coup, j'ai dit oui, donc j'y suis allée. Et puis finalement... j'ai fait 3 ans en fait de vacations avec des cours, de temps en temps comme ça. C'était pas long, hein, mais ça a été une expérience très enrichissante puisque j'ai pu progresser. Enfin, ça a permis de progresser encore plus. J'ai dit oui et du coup je me suis mis devant la difficulté et j'ai pu trouver des moyens pour y arriver. Donc ça c'était une première victoire, je trouve, sur mon parcours professionnel. Et ma deuxième victoire, on va dire, c'est mon métier actuel puisque même mon ergonome m'a dit, qui me suivait dans ma vie professionnelle, elle m'a dit, de toute façon, je n'ai pas vu de sourds qui font votre métier, donc je suis assistante dentaire. Donc du coup, en étant assistante dentaire, déjà, il y a eu la première difficulté du masque porté par le dentiste. Bon, maintenant, vous allez dire que le masque, c'est un peu généralisé, donc... Mais là, c'était une difficulté première, on va dire, qui était face à moi. Et puis la deuxième difficulté, c'est de comprendre ce que me dit le dentiste avec le masque, avec les bruits de l'aspiration, avec le bruit de la turbine, etc. Donc voilà, ça a été un réel défi. Finalement, j'ai commencé à travailler avec un dentiste en 2019. Donc voilà, ça fait 3 ans maintenant que je suis assistante dentaire. Donc j'ai pu faire ma formation professionnelle. Et puis j'ai été très très accompagnée en fait par le dentiste aussi en lui-même. Il faut se dire que c'est les gens qu'on rencontre aussi qui nous aident à avancer. On peut trouver des gens qui vont pas nous aider et ça sert à rien de rester avec eux. Il faut trouver des gens qui vous aident et du coup qui vous permettent de dépasser vos limites. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup le dentiste m'a même fait des gestes. On a inventé une mini langue des signes dentaire qui n'existe pas, mais pour pouvoir se comprendre quand vraiment c'était compliqué. C'est quoi la roulette? Comment? Le geste de la roulette. Alors la roulette, il me le demande pas puisqu'il l'a accessible. Ah ouais. Par exemple, on va avoir pour enlever les dents, le davier. Donc voilà, c'est peut-être des gestes qui existent déjà, mais ça permet en plus, on a trouvé que ça permettait aux patients de ne pas être stressés. Parce qu'en fait, on se comprend avec le dentiste sans se parler. Et donc en fait, c'est encore plus un avantage et on a même envie de déployer ça à d'autres cabinets dentaires parce qu'en fait, on se dit, mais en fait, c'est ma difficulté qui a créé ça, mais finalement, ça peut être un bénéfique. Voilà. C'est chouette, c'est chouette. Merci Élise. Et toi, Myriam? Quelque chose, une réussite, une expérience? Alors, moi, je suis kinésithérapeute en cabinet libéral depuis, en cabinet libéral depuis 1 an. Et en fait, c'est un métier qui consiste à traiter le patient par le mouvement. Sauf que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que depuis que je travaille, 20 à 40% de mon travail passe par le placebo. Le placebo, c'est quoi? C'est traiter le patient, l'influence que a le thérapeute sur le patient pour favoriser le traitement pour que ça aille plus vite. Et qu'est-ce que le placebo? C'est la communication là. Donc l'écoute, la parole, le feeling. L'écoute parce que j'écoute ses plaintes, ce qu'il a à me raconter, ses histoires. La parole, l'utilisation de mes mots, le rassurer, lui expliquer comment ça va se passer par la suite. Et le feeling, parce qu'on va se voir plusieurs fois, qu'on a plutôt intérêt à bien s'entendre. Il m'est arrivé au cabinet de ne plus avoir de batterie et que ça tombe à plat. L'écoute, ça va. Le feeling avec aussi. Il me reste juste la parole pour dire à mon patient, excusez-moi, je n'ai plus de batterie, je n'entends plus rien. Et là, la dynamique change complètement, en fait, au cabinet. Ma parole change, je n'entends plus rien. Et le patient me regarde, me dit, mais
en fait, vous êtes sourde. mais pourtant, je le lui ai dit déjà depuis un petit moment, mais il se rend compte quand je n'ai plus mon implant cochléaire. Par contre, quand j'ai mon implant, ça passe fluide. Il ne s'en rend pas compte. Souvent, on ne me croit pas que je suis sourde. Ça, c'est formidable. C'est assez remarquable. C'est dire de toute identité que je me suis construite sur l'implant cochléaire. Et puis, en plus de ça, je réponds au téléphone sans problème, sans microprocesseur. Je n'ai pas d'aide en technique de l'implant. Je réponds normalement au téléphone. Et puis la sonnerie, les patients qui arrivent en retard, en avance, j'ai plutôt intérêt à lui ouvrir la porte, sinon ils se retrouvent dehors. Et c'est dommage. Et donc, comme ça se passe bien, j'envisage des formations à évoluer dans mon travail par le biais des formations, par le biais des projets et des formations. Je les aborde avec sérénité. D'ailleurs, j'en commence une. Je commence à faire la formation d'ostéopathie. Et par la suite, peut-être, hypnothérapeute ou l'hypnothérapie. C'est à 100% de la communication et rien d'autre. Et c'est quand même assez dingue parce que je reviens de loin. Il y a 20 ans de ça, j'entendais rien du tout. Et là, je me sers que de la communication dans mon travail, ce qui est quand même incroyable, quoi. Incroyable. Ah, Merci. Éric. Incroyable aussi. Bon, moi, je vais rester plutôt sur la partie professionnelle. C'est pour encourager, pour dire que tout est possible, en fait. Moi, je travaille chez Suez, je travaille dans l'environnement, traitement de l'eau, des déchets. Et en fait, en accord avec ma hiérarchie, en 2001, je suis parti faire une formation d'ingénieur. Et malheureusement, pendant cette formation d'ingénieur, j'ai perdu complètement l'audition. Donc, c'est pour ça que je reviens sur la plasticité, parce que c'est là que j'ai compris qu'on pouvait faire, mais vraiment, énormément de choses. Et donc, suite à cette perte d'audition, il a fallu que je continue mes cours. Donc, c'était les cours en école d'ingénieur, tout en labial, mais je ne connaissais pas le labial parce que je ne l'avais jamais fait. Donc, je jonglais entre les cours et le soir, les cours d'orthophoniste pour apprendre la lecture labiale. Donc, l'autre faisceau qui a été développé en travaillant comme ça, c'est ce dont parlait Nathan tout à l'heure, c'est la concentration que vous développez parce qu'il faut rester 6-7 heures dans les salles de cours et viser une paire de lèvres qui bouge pour comprendre. Autant vous dire que vous développez une faculté de concentration qui est assez extraordinaire. Donc ça, c'est pour la partie avant implant. Après implant, donc j'ai mon diplôme quand même. Les gens de l'école d'ingénieur étaient assez surpris, je l'ai, mais bon, je l'ai quand même eu. J'ai mon diplôme et suite à mon diplôme, on me propose de partir travailler en Polynésie française pour prendre tout un département sur l'assainissement. Donc c'était pour moi une grosse évolution professionnelle. Bon, arrivé en Polynésie, j'avais l'implant. Alors la Polynésie, c'est à peu près 92% d'humidité, 35 degrés. Donc l'humidité et l'implant faisant pas bon ménage, j'avais quelques difficultés. Alors là, je vais adresser un grand remerciement. Alors c'est pour ça que, en plus, puisque vous êtes là, Dr Claude Fugain, je vous remercie énormément d'être venu passer quelques temps avec moi en Polynésie, faire de la pédagogie au conseil d'administration de ma société, parce qu'après votre passage quand même, vous avez fait l'explication que vous avez donnée de manière très pédagogique, très vulgarisée, qui leur a permis de comprendre ce qu'était l'implant. La perception vis-à-vis de moi était complètement différente. C'est-à-dire que au niveau travail, ça a complètement changé. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Je vous en remercie encore parce que peut-être que je n'aurais pas fait la carrière que j'ai fait aujourd'hui sans votre passage en Polynésie. Voilà. Donc après l'évolution... Donc après, suite à ça, je suis revenu au niveau implantation, il y a eu de l'évolution parce qu'en fait, mon implant qui était à droite à l'époque, celui que j'avais fait en 2002, j'entendais, mais bon, ça commençait à dysfonctionner un petit peu. Donc on a pris
On a pris la décision d'implanter à gauche en 2007. Donc en 2007, j'ai fait mon implant à gauche. Et là, ça a été une transformation parce qu'en fait, je pense que c'est pas mon oreille gauche était peut-être plus adaptée à l'implant que mon oreille droite. Et la mise en implantation de mon oreille gauche, ça a changé complètement ma compréhension. C'est-à-dire que j'entendais avec mon implant à droite, je comprenais avec mon implant à gauche. Donc à partir de ce moment-là, le téléphone, c'est un gros changement de vie. Et après, en 2010, on est passé sur la explantation de mon implant droit, réimplantation à droite. Et alors là, encore une nouvelle découverte, parce que là, on rentre dans la stéréo, une compréhension encore plus évolutive. Donc, l'impact de tout ça dans ma vie professionnelle, c'est que, bon, après, j'ai continué à évoluer. Donc, aujourd'hui, je travaille au centre de recherche de Suez, qui est basé au Vésinet-le-Pec. Donc, je travaille sur des projets de recherche, je travaille beaucoup plutôt sur la partie terrain, l'assistance technique. Et 40% de mon temps, c'est de faire du tutorat. C'est-à-dire que je forme les agents de Suez ou des agents externes, c'est-à-dire j'interviens sur les sociétés externes qui disposent de stations de traitement des eaux usées. Moi, je suis spécialisé dans le traitement des eaux usées, pas dans l'eau potable. Et donc, voilà, c'est quelque chose, je suis assez fier. Et ce que je peux dire, je le dirai après sur la troisième question, mais ce qu'apporte l'implant et surtout ce qui m'a permis de voir que tout était possible, c'est un peu mon travail avant l'implantation. C'est quand j'ai passé mon diplôme sans entendre sur le labial. Là, je me suis dit, si j'ai réussi à faire ça sans entendre, je pense que la pose d'un implant, ça sera pas difficile pour moi, parce que j'avais compris cette capacité du cerveau à s'adapter. Et ça m'a encouragé à y aller. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est cette faculté du cerveau qui permet d'avoir une accélération très rapide de la compréhension. Voilà ce que j'avais à dire. Bravo, Eric. On va vous poser une autre question, oui. Voilà, ça va être Myriam. Alors, Myriam, quels seraient tes conseils aux personnes implantées qui doivent s'intégrer dans la vie active ? Tu peux répondre, tu peux dire que la question, t'en veux pas et tu réponds autre chose. Hein. Alors, l'implant aide à 100%, mais c'est très important de communiquer aux autres personnes ces difficultés pour que la communication passe plus fluidement. Dans la vie active, avec mes collègues, bien évidemment, ils sont au courant de ce que j'ai. Et donc, ça facilite la communication. Je n'ai pas grand-chose à dire, à part que c'est une question de patience, d'apprentissage et je ne sais pas, en fait. Bon, alors, est-ce que qui de vous deux, éventuellement, Élise, et puis après, voilà, on reviendra peut-être, tu vois, sur un autre point. Alors, moi, je voulais commencer par une petite image avant d'y venir à ce conseil, ce fameux conseil pour entrer dans la vie active. En fait, même ressenti quand j'enlève mon implant, c'est un peu de regarder le monde avec à l'écran d'une petite télé dont on a coupé le son. Alors, je ne sais pas si c'est un peu le ressenti que vous pouvez partager, mais j'ai plus l'impression d'être spectatrice que d'être actrice de ce que je suis en train de vivre quand j'ai pas l'implant. Et du coup, quand je mets l'implant, bah là... Et je reviens sur l'écoute et la compréhension. Là, j'entends, mais il faut encore un pas, je trouve, pour rentrer dans cette petite télé et d'être dans la compréhension. Et c'est ça ce que j'ai envie de donner comme conseil, en fait. Il faut être acteur. Il ne suffit pas d'être implanté. Je pense qu'il faut être implanté et acteur de sa vie active comme de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle. Et il faut se battre, du coup, pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir et se dire que oui, tout est possible, mais si j'ai envie de l'atteindre, il faut que je me fasse aider, il faut que je m'exprime sur mes difficultés, il faut que j'oralise, que je communique. Puisque c'est bien de ça qu'on parle finalement.
On a un implant maintenant, donc on peut communiquer, on peut parler, on peut entendre, on peut exister. Et du coup, vraiment, c'est mon ressenti que j'ai pu avoir dans ma scolarité aussi, puisque j'ai été sourde puis implantée toute jeune au collège, au lycée. Et si on ne dit pas les choses, de toute façon, on ne va pas les obtenir. Il ne faut pas attendre que les choses, que les gens comprennent aussi ce qu'on peut vivre, puisque ce qu'on vit, il n'y a que nous qui pouvons le comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre cette histoire d'écoute et de compréhension. À force d'en parler avec mes amis, mes collègues, il n'y a pas cette compréhension de leur part. En fait, c'est tout simplement pas possible de distinguer l'écoute de la compréhension. Et donc, de ce biais-là, quand on exprime vraiment nos besoins, et il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent devant nous, beaucoup de possibilités, beaucoup d'idées d'adaptation qui peuvent aussi arriver. Et je trouve que c'est vraiment le conseil, être acteur de votre vie active. Moi, de mon côté, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais ce que je peux dire, c'est déjà de par notre parcours, on a déjà fait beaucoup d'efforts, on voit ce dont on est capable. Donc je pense, quand vous passez dans le monde professionnel, ça ne sera pas plus compliqué que ce que vous avez fait pour votre parcours d'implantation. Donc ce qu'il faut faire, je pense, c'est déjà communiquer. La pédagogie est importante, expliquer. Surtout ne pas cacher, il faut expliquer. Parce que, il y a vos collègues. Moi, je travaille dans une grande société, donc je me déplace, je rencontre beaucoup de gens différents. Donc, mais je me tiens à chaque fois, ou quand je fais mes formations, ou quand j'arrive dans une usine pour faire un audit, je prends le staff et j'explique mon cas personnel. C'est-à-dire que je suis comme ça, pour éviter les quiproquos, parce que des fois, là on est dans le monde professionnel. Quand on fait un quiproquo dans la maison, c'est pas grave, mais quand vous êtes dans le monde professionnel, il faut bien s'assurer que ce que vous avez entendu soit la bonne parole qui a été émise par la personne qui vous a parlé. Donc la reformulation est un outil qui est très important. Il faut reformuler. Et ça, il faut surtout pas. Il faut être complètement transparent avec votre problème. Vous en parlez, et plus vous en parlez, vous allez voir. Et puis vous allez voir surtout que le regard des personnes en face va changer. Déjà, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous avez déjà ressenti, mais la personne handicapée, déjà, on réagit pas avec nous comme on réagit avec une personne normale. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut être complètement transparent de ce côté-là. Et après, ce que je dirais, vu le témoignage que j'ai vu tout à l'heure, vos parcours, les 5 ont témoigné, moi je ne suis pas du tout inquiet pour vous. Je pense que ça va couler de source, mais voilà, soyez transparent, allez-y, puis surtout, par où vous êtes passé, de toute façon, ça ne peut pas être plus compliqué. Il ne faut pas avoir peur, il faut tout tenter. Comme on disait, il faut y aller. Il faut tout tenter dans la vie, au niveau professionnel, comme dans la vie de tous les jours. Il faut avoir peur de rien, parce que tout est possible, en fin de compte. Voilà ce que j'avais à dire. Tu veux rajouter quelque chose ou non? Pour toi, c'est... Quelque chose à rajouter? Quelque chose à rajouter. Donc, oui, je suis d'accord avec Élise, c'est ça, sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à dire OK, on a porté l'implant, OK, on a fait des efforts, mais aussi les autres doivent le faire avec vous pour que la communication soit égale. Et à partir de là, tout se passera très bien. Moi, au cabinet, je le dis d'emblée à mes patients que j'entends pas, même si je communique, il n'y a pas de souci, mais c'est pour éviter justement tout quiproquo, parce que ça peut poser problème. Le patient vient parce qu'il a un problème, lui. J'ai plutôt intérêt à être apte à communiquer, à le rassurer, voire même à être au-dessus de lui pour être beaucoup plus concentrée, plus avenante et montrer que tout va bien, quoi. Mais je fais quand même l'effort de le dire au départ, attention, je n'entends pas, donc si jamais vous avez quelque chose à répéter, tournez-vous face à moi, répétez s'il le faut, et puis à partir de là, tout coule de source. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. On va lancer... Je voulais juste préciser quelque chose. Je n'ai pas été très active dans l'association depuis des années, mais je pense à vous constamment. Ah, ça nous fait plaisir. Claude,
et les autres. Françoise aussi, avec qui on a fait des voyages. Grâce à vous, ça m'a permis de tenir. Ça m'a permis quotidiennement de tenir au travail parce que l'implant, c'est un travail de tous les jours. Et quand j'y pense, quand j'ai des coups de barre, je pense à l'association, je pense à vous. Grâce à ça aussi, ce support-là de l'association me permet de tenir. J'aimerais bien revenir plus souvent et je pense revenir quand je serai prête. Mais merci à vous. Merci Myriam. Merci. Merci. Bon, alors on fait des questions-réponses. Qui c'est qui pose une question? Alors, avec Catherine et le CISIC, on a fait une enquête sur la vie professionnelle. Et c'est très important, tout ce que vous venez de dire. Et moi, j'insiste personnellement sur le fait qu'il faut parler, qu'il faut expliquer à l'environnement professionnel la situation. Si on n'explique pas, eh bien, on va à des difficultés. Par contre, quelquefois, c'est un peu difficile parce qu'on a été sourd et on le reste sans notre implant cochléaire. Et donc, on a eu une attitude de repli. On a pu avoir une attitude difficile et l'encadrement n'est pas toujours là quand on voudrait aussi. Mais c'est expliquer, ça évite les contresens. Voilà, moi, c'est ce qu'on a vu. Merci, docteur. Oui, merci, docteur Françoise Crénard, médecin au travail, implanté. Alors, la maman Samia, qui est également notre première trésorière, puisque effectivement, c'est avec elle que j'ai créé au tout début, voilà. Sur ce que disait Eric, à savoir que dans le milieu professionnel, il faut reformuler, il faut articuler, il faut être sûr de ce qui est dit. Je voulais juste vous dire que vous faites beaucoup de bien aux entendants. Parce que dans le milieu professionnel, on pense que c'est un problème de sourds, mais c'est un problème de tout le monde. On ne reformule pas, on croit bien comprendre, et ce n'est pas vrai. Et donc, n'ayez aucun complexe à reformuler. Quand vous le faites, vous vous faites du bien, et vous faites du bien aux autres qui sont entendants, mais qui n'ont pas bien compris non plus. Magnifique, Samia. Merci, Samia. Superbe. Merci. Oui, donc j'ai une question pour ceux qui sont implantés dans la vie professionnelle. Est-ce qu'en fonction de votre énergie, de votre état psychologique, parfois vous êtes sujet à de l'hyperacousie, des moments où vous supportez moins bien les bruits autour de vous? Et si oui, comment vous le gérez au quotidien? Est-ce qu'il y a des moments où tu as de l'hyperacousie? Est-ce qu'il y a des moments où, par exemple, tu as plus d'acouphènes? Est-ce qu'il y a des sons, hein, c'est ça, il y a des moments où, voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas ce genre de problème, que ce soit au niveau acouphènes, hyperacousie, des choses comme ça. J'ai pas du tout ce genre de problématique. Après, ce que je peux dire de mon expérience professionnelle, c'est que toujours pareil, de par notre parcours, notre parcours de vie, moi je ressens quasiment pas de pression dans le monde professionnel. C'est-à-dire que on est passé par tellement d'étapes de la vie que ce qui vous arrive au travail, voilà, je pense que c'est ça. Il faut profiter de cette chance qu'on a, parce qu'on a eu quand même des parcours difficiles. Et il faut pas faire d'un petit grain de sable un rocher. Moi, j'ai tendance à dire ça. Parce que dans une situation professionnelle, je vois des collègues à moi qui se mettent des pressions. En général, ils se mettent des pressions tout seuls. Donc les problèmes de santé, ils se les créent tout seuls. Donc, de par notre parcours, je crois que on a un peu de recul par rapport à ça. Parce que nous, on a déjà vécu des situations qui sont assez difficiles. Parce que vous voyez, dans le monde professionnel, après tout, c'est pas très compliqué, en fait.
Non, moi, c'est vrai que j'ai pas de problème. Mon implant fait partie intégrante de moi. Et en fait, il y a même des fois des gens qui me demandent bah là, le bruit, il est fort, tu pourrais l'enlever. Bah non, que dalle. Je garde mon implant tout le temps. J'ai pas de problème d'acouphène. En fait, j'ai été sourde 1 an. Bon, je suis encore sourde, mais en fait, je suis plus avec mon implant tout le temps au quotidien. Donc c'est vrai, j'ai pas ce genre de difficulté. Alors, moi, si. Il faut savoir que même si je suis implantée, l'ouïe n'est pas mon sens favori du tout. Ça me fatigue beaucoup. J'ai souvent des acouphènes, et pas que au travail, aussi dans la famille. Et à ce moment-là, je n'hésite pas à me replier sur moi-même. Ça peut m'arriver même en cours de journée, et j'annule mes séances, disant je ne peux plus. C'est rare, mais ça arrive, et il faut quand même accepter ses faiblesses, accepter ce qu'on a. Et à partir de là, on arrive à trouver un équilibre qui nous convient. Donc moi, je pense que ça va faire partie de ma vie tout le temps. Ça ne va pas partir avec l'implant. Je ne suis pas surhumaine non plus. C'est juste savoir dire non, quoi, parfois. Est-ce que vous, comme moi, la qualité du sommeil fait que vous supportez mieux le bruit, par exemple ? La qualité du sommeil me permet de mieux supporter le bruit par la suite. Plus longtemps, Ah oui, c'est très important. Je me repose, je me coupe du son, soit je dors, et le lendemain, je repars de plus belle. Vous êtes à mi-temps ? À mi-temps, j'ai pensé de travailler à mi-temps, et pourquoi pas. C'est vrai, c'est une belle qualité de vie, comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question ? Juste une petite remarque par rapport au travail à mi-temps, justement, et au temps de travail. Enfin, moi, je suis passée à 80%, par exemple. Effectivement, la fatigue, je l'ai ressentie avec mon nouveau travail. À devoir comprendre dans le bruit et le masque, clairement, j'étais beaucoup plus fatiguée qu'avant. Je suis passée à 80% pour ma santé mentale. Pour voilà, pouvoir être plus reposée et plus efficace. Moi, je suis sportif depuis tout petit, donc je fais énormément de sport. Donc ça me permet de me maintenir dans une situation assez stable, on va dire. Par contre, quand je ne fais pas de sport, effectivement, ça peut être plus compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment des fatigues, mais c'est plus un côté hyperactif, on va dire. Donc je me calme avec le sport. Par contre, la chance, moi, le bon côté que je vois dans l'implant, c'est la qualité du sommeil. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dérangé dans votre sommeil. Quand je dors 5 heures ou 6 heures ou 7 heures, c'est-à-dire que je dors. C'est pour revenir. Et là je trouve qu'on a une capacité de récupération qui est... Enfin, on a vraiment un sommeil profond. Ça, voilà. Ça, c'est le bon côté d'être sourd, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? Eh bien, merci infiniment à tous les trois.